D'habitude, notre point de départ pour ce genre d'exploration, ça ressemble un peu à un bureau de chercheur après le passage d'une tornade. Ouais, c'est un peu ça, un chaos total. Exactement. On se retrouve face à des montagnes de documents, des rapports de recherche qui n'en finissent pas, ou des essais hyper denses qu'il faut synthétiser. Les fameux pavés de 500 pages. Voilà. Sauf que là, aujourd'hui, le scénario est totalement l'inverse. Et franchement, c'est ce qui rend notre discussion d'aujourd'hui particulièrement amusante, je trouve. Je suis bien d'accord. Notre source du jour est d'un minimalisme presque comique en fait. Mais vraiment, c'est un document extrêmement court, un simple fragment numérique qui porte un titre super pragmatique. Ça s'appelle juste texte collé. C'est ça, texte collé. On dirait littéralement un post-it oublié sur le bureau virtuel de quelqu'un. C'est exactement l'impression que ça donne. C'est brut, il n'y a aucune fioriture, on est très loin des standards académiques habituels. C'est clair. Mais il y a un phénomène intellectuel assez intéressant avec ce type de notes ultra courtes. Parfois, cette clarté extrême, cette concision, c'est pas du tout le signe d'un manque de réflexion. C'est l'inverse. Ouais, c'est plutôt le résultat d'une très longue décantation. Quand une méthode complexe est réduite à 2 ou 3 phrases, chaque terme choisi porte un poids énorme. L'auteur n'a gardé que l'ossature, quoi. L'essence absolue. Et notre mission aujourd'hui, c'est justement de jouer un peu les archéologues sur ce terrain de quelques centimètres carrés. C'est une belle image. On va creuser sous la surface de ces mots pour en extraire la philosophie d'apprentissage qui s'y cache. Et plus spécifiquement, on va se concentrer sur le point numéro 3 de ce document. Le fameux point 3. Voilà, celui qui aborde la pratique de l'écoute du français. L'objectif, c'est vraiment de décortiquer chaque mot de cette note minimaliste. Parce que derrière cette apparente simplicité, il semble y avoir une structure franchement redoutablement efficace. Je suis prêt. Alors, commençons par le tout début. Dès la première ligne, il y a une précision qui m'a tout de suite fait tiquer. Le texte dit « pratique de l'écoute du français » et juste à côté, entre parenthèses, c'est écrit « tout niveau Une petite précision qui a l'air banale comme ça, ». Ouais, mais qui remet en question pas mal de certitudes pédagogiques. c'est exactement là que je veux lancer le débat en fait. Tout niveau. Dans l'univers de l'apprentissage des langues ou même de n'importe quelle compétence complexe d'ailleurs, tout est hyper compartimenté. Toujours. On adore les cases. C'est ça. On a les parcours pour les débutants d'un côté, les modules pour les intermédiaires de l'autre, et puis les masterclass pour les experts. Tout à fait. Du coup, dire qu'une seule et même pratique d'écoute s'adresse à tout ce spectre, moi ça me paraît presque contre-intuitif au premier abord. Je veux dire, un expert qui maîtrise déjà la langue n'a sûrement pas besoin du même exercice que quelqu'un qui découvre l'alphabet, non? C'est une objection totalement légitime. Au risque pas de niveler l'apprentissage par le bas avec ce genre d'approche tout niveau? Pas du tout. Et c'est ça le génie du truc. Le réflexe naturel qu'on a tous, c'est de penser l'apprentissage comme un escalier. Ouais, on monte les marches. Exactement. Et une fois qu'on a franchi les premières marches, on regarde plus en bas, on passe à la suite. Logique. Mais la mention tout niveau ici, elle suggère une approche radicalement différente. L'approche du continuum. Ok. L'écoute, surtout dans une langue vivante comme le français, c'est pas une case que l'on coche une bonne fois pour toutes sur un tableau de bord. C'est pas un acquis statique. C'est quelque chose de vivant. C'est un muscle perceptif. Et ce muscle nécessite un affinement constant, qu'on soit au premier jour ou à la 10e année. Mais concrètement, comment le même exercice peut être utile à quelqu'un qui balbutie ses premiers mots et à quelqu'un de totalement fluent? Parce que l'objectif de l'écoute change avec le niveau, mais l'acte mécanique en lui-même reste le même. C'est-à-dire? Prends un débutant. Il écoute pour identifier des mots isolés. Il essaye de casser le mur du son continu pour repérer un verbe ou un sujet. C'est de la survie auditive. Ouais, s'accrocher au bouet. Voilà. L'expert, en revanche, il écoute exactement le même flux audio, mais pour des raisons beaucoup plus subtiles. Il va prêter attention à la musicalité, aux micro-pauses, L'intonation. l'intonation qui trahit un sarcasme ou les liaisons complexes entre les mots. La pratique est universelle, c'est juste le degré de résolution de l'observation qui change. En spécifiant tout niveau, le texte nous rappelle que, même au sommet de son art, on a toujours besoin de recalibrer son oreille. En t'écoutant, ça me fait penser au principe des gammes en musique. Ah oui, très bonne analogie. Le plus grand pianiste de concert du monde passe encore ses matinées à faire des gammes, exactement comme le gamin de 6 ans qui prend sa première leçon. Absolument. L'enfant les fait pour comprendre où sont les touches, et le maître les fait pour maintenir la synchronisation parfaite entre son cerveau et ses doigts. Mais l'exercice, à la base, c'est le même. C'est exactement ça. La gamme, c'est l'exercice tout niveau par excellence. Et il y a aussi une dimension psychologique très puissante derrière ce concept dans la note. Laquelle?
En plaçant l'expert et le novice face à la même pratique fondamentale, on retire une grande part d'ego du processus. Ah oui, l'ego de l'apprenant avancé qui ne veut pas faire les bases. Exactement. On accepte que l'apprentissage ne soit jamais vraiment terminé. Ça crée un environnement beaucoup plus sain, parce que ça déculpabilise l'erreur. Si l'exercice est pour tous les niveaux, ça veut dire qu'il est normal de continuer à s'exercer, même quand on pense maîtriser le sujet. D'accord, je comprends beaucoup mieux cette notion base universelle maintenant, c'est fascinant. Mais là où le document devient vraiment dense, c'est dans sa directive principale. Le cœur de la méthode. Oui, le texte indique créer des exercices d'écoute à vitesse lente et normale. Et d'emblée, c'est le mot créer qui m'interpelle. C'est un mot d'action. Complètement. Il ne dit pas trouver des exercices sur Internet ou écouter passivement un podcast. Il y a une volonté d'action claire. Le terme « créer » implique en effet une démarche intentionnelle. L'apprenant ou le concepteur de cet exercice ne subit pas le matériel audio, il l'architecte. Il faut vraiment sculpter le son. Mais tu seras d'accord avec moi, la véritable clé de voûte de cette phrase, c'est la juxtaposition des deux vitesses. Ah oui, le vitesse lente plus normale. C'est là-dessus que je veux qu'on s'arrête. Pour rendre ça concret, j'ai une autre analogie en tête. Vas-y. C'est comme au tennis. À l'entraînement, on décortique le geste du service au ralenti pour vraiment comprendre la technique, la position du bras, tout ça. La mécanique. Oui, mais il faut impérativement savoir frapper la balle à vitesse réelle en plein match. Sinon, on se fait écraser sur le court. C'est indispensable. Seulement, il y a un détail graphique dans la note qui soulève une vraie question pour moi. Le texte utilise le signe « plus ». Il dit « lente plus normale ». Oui, pas puis, mais plus. Mon premier réflexe d'apprenant, ce serait de faire les choses de manière séquentielle. De me dire, je fais de l'écoute lente pendant 3 ou 4 mois, et quand je me sens enfin prête, quand j'ai le niveau, je passe au normal. Pourquoi est-ce que le texte insiste pour les combiner, presque en parallèle avec ce signe plus ? C'est toute la différence entre une intuition d'apprentissage et la réalité de notre cognition. C'est-à-dire ? L'approche séquentielle que tu décris, d'abord le lent pendant des mois, puis le normal bien plus tard, c'est un piège classique. Un piège. Oui. La vitesse lente, c'est un environnement de laboratoire. Elle est indispensable parce qu'elle agit comme un microscope. Face à un flux d'informations inconnues, l'esprit humain sature très vite. On l'a tous vécu. Le ralenti permet au cerveau de segmenter l'information, d'isoler les syllabes, d'entendre enfin les espaces entre les mots. C'est un filet de sécurité, c'est rassurant. Mais si on y reste trop longtemps, le cerveau s'habitue à une réalité complètement artificielle. On développe une illusion de compétence en quelque sorte. C'est le terme exact. On se dit « waouh, c'est super, je comprends tout le français là ». Mais en fait, on comprend un français de laboratoire ultra articulé qui n'existe absolument nulle part dans le monde réel. Précisément. Et c'est pour ça que la vitesse normale doit être immédiatement introduite. D'où le fameux signe « plus ». La vitesse normale, c'est le chaos du monde réel. La vraie vie. Ono basé uniquement sur le ralenti, et il faudra tout déconstruire pour réapprendre. Donc ce petit signe plus, en fait, il crée une véritable boucle de rétroaction. C'est le moteur du système. Si je résume le processus mental, on écoute à vitesse normale d'abord, on est face au chaos, on ne comprend presque rien. C'est le fameux choc de la réalité. L'immersion brutale. Ensuite, on passe à la vitesse lampe. C'est le moment microscope dont tu parlais. On déchiffre le code, on isole les éléments qui nous bloquaient. Et enfin, on réécoute immédiatement à vitesse normale pour superposer cette nouvelle compréhension toute fraîche sur le rythme chaotique. C'est la façon dont notre cerveau digère l'information, de la manière la plus optimale possible. Ce va-et-vient constant, ça empêche l'esprit de s'endormir dans le confort du ralenti. On reste alerte. Tout en lui fournissant les outils d'analyse pour ne pas se noyer dans la vitesse réelle. Mais attention, c'est un exercice d'équilibriste très exigeant. Ouais, ça demande une attention de dingue. Ça demande surtout d'accepter l'inconfort de ne pas tout comprendre tout de suite à vitesse normale, tout en gardant la rigueur d'analyser à vitesse lente. Il y a un aspect presque chirurgical là-dedans, surtout pour une langue comme le français. Ah, le français et ses liaisons. C'est ça, c'est une langue célèbre pour ses liaisons, ses élisions, les mots qui s'enchaînent sans aucune pause claire. À l'écrit, on a de beaux espaces blancs entre les mots, mais à l'oral, à vitesse normale, c'est juste un seul long bloc de son ininterrompu. Un vrai défi ? Le ralenti permet vraiment de recréer mentalement ces espaces blancs. Franchement, c'est fascinant de voir qu'une idée aussi pointue sur le fonctionnement de la perception auditive tient en seulement quelques mots dans ce texte collé.
La concision force l'efficacité. L'auteur n'a pas laissé de place pour le jargon superflu, l'instruction est ultra directe et son application demande une sacrée discipline. Ce qui nous amène d'ailleurs parfaitement à la toute dernière partie de cette note, la section qui s'appelle « Idées Oui, ». Et là, je dois faire un peu l'avocat du diable. vas-y, je t'écoute. La suggestion qui est écrite, c'est, je cite, « Pratique d'écoute de 10 minutes pour débutants ». 10 minutes. Soyons honnêtes une seconde, ça ressemble fortement à un slogan marketing. Je vois ce que tu veux dire. Dans une société où on nous vend des raccourcis magiques pour absolument tout, entendre « devenir bilingue en 10 minutes par jour », ça sonne un peu trop beau pour être vrai. Est-ce qu'on peut réellement consolider une compétence neurologique aussi complexe en si peu de temps? Ou est-ce que c'est juste une astuce pour se donner bonne conscience et avoir l'impression de travailler? C'est une réaction très saine de s'en méfier. Le chiffre de 10 minutes peut effectivement sembler à une solution de facilité. C'est le mot. Mais faut vraiment le lire dans le contexte du mot qui l'accompagne juste après. Débutant. Et surtout, il faut le lier à l'exercice précédent, la fameuse boucle d'écoute lente et normale dont on vient de parler. L'exercice d'équilibriste. Exactement. Quand on débute, l'obstacle principal n'est pas la capacité intellectuelle brute, c'est la gestion de la charge cognitive et la friction psychologique de l'effort. C'est-à-dire l'art de procrastiner devant l'ampleur de la tâche. C'est un peu ça. Je plaide totalement coupable. J'ai le souvenir très clair de m'être acheté d'énormes manuels d'apprentissage, de m'être programmé des sessions intensives de 3 heures le dimanche après-midi, Le grand classique. pour finalement abandonner complètement le mardi suivant, juste parce que la simple idée de m'y remettre m'épuisait d'avance. C'est l'expérience universelle de la surcharge cognitive. Apprendre une nouvelle compétence, c'est pas juste lire. Ça demande une énergie métabolique immense au cerveau. Surtout avec cette méthode active. Exactement. Chaque nouveau son doit être traité consciemment. Il n'y a encore aucun automatisme sur lequel se reposer. Si l'horizon de l'effort semble trop vaste, comme tes fameuses 3 heures le dimanche, l'esprit va naturellement déclencher des mécanismes de défense. Il va saboter le projet. Il va trouver d'excellentes excuses pour ne pas s'y mettre. J'ai pas le temps, je suis fatigué. En réduisant la pratique à 10 minutes chrono, le texte propose en réalité un véritable piratage psychologique. Un hack. 10 minutes, c'est indolore. C'est le temps d'attendre un bus ou de boire un café. La résistance naturelle de l'esprit tombe face à un si petit engagement. Donc l'objectif premier de ces 10 minutes, c'est juste de vaincre la friction de départ, de réussir à s'asseoir et de commencer sans angoisser. C'est la première étape, rompre l'inertie. D'accord. Mais il y a aussi une réalité purement biologique qui justifie cette courte durée. Si la personne applique réellement la directive d'avant, c'est-à-dire une écoute active, hyper concentrée, en alternant les vitesses lentes et normales sans cesse, en cherchant à déchiffrer la moindre syllabe, l'intensité de la concentration requise est extrême. Ça brûle des calories. Pour un débutant, dont les réseaux neuronaux spécifiques à cette tâche ne sont pas du tout formés, 10 minutes de ce traitement analytique intense suffisent largement pour atteindre un seuil de saturation complet. On a le cerveau qui fume, quoi. Exactement. Aller au-delà de ces 10 minutes, ça pourrait même devenir contre-productif. Ça entraînerait une baisse inévitable d'attention, des erreurs répétées et au final, une immense frustration. Protéger l'apprenant contre son propre enthousiasme initial. Cet enthousiasme qui mène presque toujours au burn-out de l'apprentissage. C'est une approche profondément pragmatique. C'est comme s'il disait « Nous savons que l'exercice est mentalement épuisant, alors ne vous faites pas de mal, venez juste pour un sprint très concentré de 10 minutes et repartez. » Et le bénéfice à long terme de cette stratégie est colossal. Ces 10 minutes quotidiennes exécutées avec une attention totale, elles créent une habitude indestructible. Elles produisent des résultats infiniment supérieurs à une session marathon faite une fois par mois. Tu sais, il y a un autre angle qu'on n'a pas encore considéré. Ah. Cette structure en 3 points extraite du texte Collet, la dimension inclusive, tout niveau, l'alternance d'analyse et de réalité avec les vitesses lentes et normales, et l'approche anti-friction des 10 minutes, j'ai l'impression que ça dépasse très largement le cadre de l'apprentissage du français. C'est un modèle. Oui, on a sous les yeux un modèle universel. Si on l'applique à un domaine totalement différent, prenons la programmation informatique par exemple, la logique reste implacable. C'est vrai que les mécanismes de l'acquisition des connaissances sont fondamentaux et universels. Face à l'apprentissage du code, la règle tout niveau vient nous rappeler que revoir les algorithmes de base, c'est utile même pour un développeur chevronné. Même pour le seigneur de l'équipe. Absolument. La règle vitesse lente et normale se traduirait par l'action de décortiquer un script ligne par ligne. Ça, c'est la vitesse lente, pour comprendre sa logique intime. Le laboratoire,
puis de le faire tourner dans l'environnement global et imprévisible d'une application réelle, la vitesse normale, pour voir comment il survit au chaos des interactions. Et la règle des 10 minutes s'appliquerait exactement de la même façon. Il vaut mieux écrire une petite fonction complexe pendant 10 minutes par jour, en restant extrêmement concentré, Plutôt que de coder toute la nuit. plutôt que de tenter de développer un logiciel entier dans un week-end blanc et de finir par détester l'informatique à vie. C'est quand même fascinant de constater qu'une architecture d'apprentissage aussi complète, aussi protectrice, a pu être formulée avec si peu de mots. Ça force le respect. Le document source nous protège contre le complexe de supériorité en imposant le tout niveau. Il nous protège contre l'illusion de compétence en imposant le frottement à la vitesse normale et il nous protège contre l'abandon en imposant la contrainte des 10 minutes. C'est un système totalement fermé et cohérent. Ça démontre magnifiquement que l'efficacité d'une méthode ne se mesure pas du tout à la quantité de ses explications, mais à la pertinence de ses contraintes. J'aime beaucoup cette phrase. Les bonnes contraintes forcent naturellement les bons comportements. L'auteur de ce petit texte collé a parfaitement compris que le vrai défi de l'apprentissage aujourd'hui, c'est pas de trouver de l'information, c'est de structurer l'attention et de gérer la fatigue mentale. C'est tellement vrai. Je crois que nous avons tiré tout ce qu'il y avait à tirer de cette source minimaliste. On a bien creusé. Résumons un peu les pépites de notre exploration pour bien ancrer ces concepts. Nous sommes donc partis d'une simple note sur la pratique de l'écoute du français et nous avons mis en lumière une philosophie d'apprentissage en 3 grands axes. Le premier axe étant l'inclusivité. L'inclusivité radicale de l'approche tout niveau. Oui, ça nous prouve que les fondations ne sont jamais acquises de manière statique mais qu'elles sont un terrain d'entraînement permanent. Ensuite, la dualité. Le deuxième axe, c'est la mécanique de la vitesse lente plus normale. Cette boucle qui impose un aller-retour constant entre le microscope de l'analyse et la fluidité chaotique du monde réel pour éviter le fameux piège de la fausse maîtrise. Et enfin, le hack psychologique. Le troisième axe, la porte d'entrée pragmatique des 10 minutes pour débutants. Une contrainte de temps chirurgicale qui vient pirater notre tendance naturelle à la procrastination, tout en respectant scrupuleusement les limites de notre charge cognitive. Franchement, c'est une recette prête à l'emploi. Une recette qui soulève d'ailleurs une dernière question assez vertigineuse pour clore notre analyse de ce mécanisme. Dis-moi tout. Le document prescrit avec force cette coexistence de la pratique lente et normale pour habituer le cerveau, mais si l'on observe la mécanique interne de la cognition, on peut se demander à quel moment précis et totalement invisible la transition s'opère. Le basculement. Right. Quand est-ce que ce filet de sécurité, indispensable qu'est la vitesse lente, cesse soudainement d'être une béquille utile pour devenir un ralentissement obsolète? Et à quel instant précis, au plus profond de nos réseaux neuronaux, la vitesse normale qui nous apparaissait hier encore comme un mur de bruit infranchissable devient-elle tout à coup la seule réalité évidente? Le seul rythme que l'esprit accepte comme naturel? C'est une excellente question. C'est une frontière mystérieuse, un basculement silencieux dans l'architecture de notre perception qui reste fascinant à imaginer. C'est une réflexion parfaite pour clore cette discussion sur les rouages invisibles de la maîtrise. Ce mystère du déclic mental laisse une très belle matière à méditer. Il ne nous reste plus désormais qu'à tester l'efficacité de ces contraintes sur le terrain, peut-être lors de nos 10 prochaines minutes d'apprentissage.